Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Je sais que ce que je vais... Enfin, en fait, il y a je sais que chacun d'entre nous peut changer le monde, mais on ne le changera pas du jour au lendemain. J'ai l'habitude de dire rien ne se fait en un jour, mais un jour cela se fait. En fait, on participe au changement du monde. Après, il faut avoir l'humilité de se dire oui, c'est pas moi, mais il faut quand même avoir l'espérance de pouvoir y contribuer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Courboulet, enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle et spécialiste depuis 15 ans du numérique responsable. Il a entre autres cofondé l'Institut du numérique responsable et est en charge du sujet pour les Jeux de Paris 2024. Dans cet épisode, on retrace son parcours et comment il en est venu à la recherche, puis majoritairement du numérique responsable. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi et comment l'encadrer ? Est-ce qu'on parle uniquement d'environnement ou est-ce qu'on parle aussi de social ? Comment les Jeux de Paris essayent d'être eux aussi responsables numériquement. Il me partage comment le numérique a évolué sur les dernières années et vers quoi on peut potentiellement se diriger. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de me recevoir ici, à l'Université de La Rochelle. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Vincent Courboulet, je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université en informatique depuis une vingtaine d'années. Ouais. Ça c'est pour on va dire l'officiel. Et puis quand vient le soir et que la nuit répand ses ombres sur la ville, je prends des casquettes plutôt associatives et bénévoles au travers de l'Institut du numérique responsable ou des Jeux Olympiques voilà. Et puis au-dessus de tout ça, je suis papa de 2 enfants et voilà, conjoint amoureux, donc tout va bien. Très bien, parfait. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Mes enfants m'ont posé ça comme question il n'y a pas longtemps et je crois que je voulais être journaliste. Ok. En tout cas, passeur d'infos. Et au final, j'écris des articles en tant qu'enseignant-chercheur. Et je suis vulgarisateur aussi, vu d'un certain nombre de casquettes. Donc finalement, je crois que j'ai fait ce que je voulais faire. Ouais, c'est classe, non ? On s'en rapproche. Bon, c'est Ouais, cool, ouais. Ça fait plaisir. À quel moment tu as compris ce que tu commençais à vouloir faire un petit peu ? Enfin, je pose cette question pour aller sur tes études, évidemment. À quel moment tu t'es dit, voilà, j'ai envie de faire ça comme métier ? Donc, tu n'es pas devenu journaliste, pour le coup, même si effectivement tu vulgarises, tu écris et tu transmets de l'information. Comment tu as choisi tes études, plutôt ? On va la poser comme ça. Par l'acheter ? Par l'acheter. Ah, par l'acheter, d'accord, Ouais. ok, parce Non, que tu as été lâche, je comprenais pas. Non, en fait, j'ai choisi après mon bac plutôt scientifique, j'ai choisi prépa parce que c'était ce qui permettait de moins choisir la prépa. Okay. Ça laissait le plus de portes ouvertes. Ouais. Et puis après, j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis après, comme je ne me sentais pas prêt à affronter la dureté du monde, j'ai continué à faire une thèse. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça me convenait plutôt pas mal. Et donc j'ai eu cette chance, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi, d'être recruté à La Rochelle Université et puis dans 2 autres universités, mais j'ai choisi La Rochelle Université. Et voilà, donc c'est en fait finalement un peu j'ai pas envie de choisir. Oh, puis finalement, c'est vachement bien ce que je fais. Donc voilà. Donc ta thèse, tu l'as fait sur quoi ? Ma thèse, je l'ai fait en imagerie médicale, reconstruction de prothèses, de stents, les petits tuyaux grillagés qu'on met dans les artères pour éviter qu'elles se bouchent, ou une fois qu'elles se sont bouchées pour éviter qu'elles se rebouchent. Et comme je sortais d'école d'ingé, je voulais faire ça avec une entreprise, donc j'ai fait ça avec une entreprise, ce qui fait que ça m'a permis de continuer à tester le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement en recherche. Ok. Tu le dis, après, assez rapidement, tu es rentré à l'Université de La Rochelle ? Ouais. Dans la foulée, au final Ouais, il y a eu une petite année ailleurs. Mais ouais. Ça va faire 19 ans ? 2004. Ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Jubilé. Hein ? Jubilé.
C'est ça. J'espère que les collègues se préparent. Ouais. Et tu commences donc comme maître de conférence, c'est Ouais, ça? ouais. Kisako, parce que pour le coup, alors, j'ai pas fait d'université, moi, pour le coup, j'ai fait une école de commerce. Désolé, mais c'est pas grave. Il y a Voilà. des gens bien qui en sont Personne sortis. n'est Non, parfait. Mais est-ce que tu peux fâcher. nous dire ce que c'est et tu commences par enseigner quoi? Alors, maître de conférence, c'est l'autre nom de ce qu'on appelle un enseignant-chercheur, c'est-à-dire une personne qui est recrutée pour faire moitié de son temps en recherche, moitié de son temps en enseignement et moitié de son temps administratif. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a 3 moitiés. Oui, c'est ça. Non, c'est un statut, assez c'est un statut assez particulier au niveau de l'État, Mhm. au niveau même des autres pays. Hein. On est fonctionnaire d'État, Mhm. voilà, et c'est assez. Il y a peu d'obligations, il y a beaucoup de liberté, et c'est quelque chose en fait qui, finalement, c'est un métier que tu réinventes tous les matins. Donc ça, c'est hyper agréable. Voilà, ouais, c'est vraiment un métier qui est génial à faire, Ouais. qui évidemment, au vu du contexte socio-économique, est en train de changer, et lui aussi est en mutation, Mhm. comme tous les secteurs et les services publics. Mais on s'accroche quand même au plaisir et à la volonté de s'occuper de nos jeunes. Ouais. Et nos jeunes étant large, hein, puisqu'il y a il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes. Enfin voilà, donc Ouais. on est vraiment face au présent et à l'avenir. Et puis quand on s'intéresse à la recherche, on regarde aussi les enjeux de d'où on vient, où on est, où on va. Ouais. Et au niveau du numérique, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est des enjeux qui sont aussi en ce moment un tout petit peu cruciaux. Mhm. Voilà. Clairement. Je vais juste aller sur cet aspect de chercheur. Que fait un chercheur? Tu vas me dire, il cherche. Mais comment il cherche en fait? C'est-à-dire que c'est vrai que moi, n'ayant jamais fait de recherche pour le coup, j'imagine des personnes qui passent leur temps à lire, à les lire ailleurs aussi, enfin pas qu'en France évidemment, en fonction des sujets. Concrètement, comment ça se passe et est-ce qu'il y a une fin à la recherche? Non, heureusement. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de fin à la recherche. Il y a une fin, mais FIM. C'est-à-dire qu'on a faim de savoir, on a faim de découvrir, on a faim de passer, on a faim de comprendre. Alors comment ça se passe la recherche? Je crois qu'il y a autant de types autant de façons de faire de la recherche qu'il y a de chercheurs. Mhm. C'est très souvent... On est à la fois contraint dans un système où si on veut trouver des financements ou si on veut trouver de la collaboration ou si on veut exister, on doit se fondre dans des voies, dans des chemins dans lesquels moi par exemple en tant que chercheur, je fais partie d'une équipe de recherche qui elle-même fait partie d'un laboratoire qui lui-même fait partie d'une université, d'un réseau d'universités, d'une région, d'un État qui a lui-même décidé de faire partie d'un projet européen, etc. etc. Donc en fait, si demain je décidais d'étudier la reproduction sexuelle des palourdes dans le Pertuis charentais au XVIe siècle, je pourrais. J'ai cette liberté académique. Ouais. Mais je m'occuperai quand même à la fois de mon laboratoire, de mon université, de ma région, etc. Donc voilà, c'est des choix, au niveau européen, on appelle ça une smart specialization, c'est-à-dire on va creuser quelque chose, on va essayer de répondre à des questions en étant le plus cohérent possible avec son territoire, sa région et son laboratoire. Okay. Voilà. Ouais. Donc tous les matins, on essaye de répondre à des questions. Et quand tu disais il faut lire, il y a des milliers de chercheurs partout à travers le monde. Il faut avoir l'humilité de réaliser qu'on ne peut pas tout faire, que d'autres ont fait des bouts de recherche en même temps que ce que nous on avance. Enfin, on a l'habitude de dire on monte sur les épaules des géants. Hein, donc on a vraiment un parcours qui est fait de la science commune et partagée. Et on essaye d'y apporter un éclairage, une tonalité, peut-être une plus-value. Ouais. Et il faut avoir cette humilité-là. En fait, il faut avoir l'ambition de changer le monde en étant conscient qu'on n'y arrivera pas seul. Okay. Voilà, à peu près, c'est ça le métier de chercheur. Okay. Donc, mais avec quand même cette idée qu'on peut changer le monde. Ah, moi, alors, je sais que ce que je vais... Enfin, en fait, il y a oui, je sais que chacun d'entre nous peut changer le monde.
mais on ne le changera pas du jour au lendemain. Mmh. J'ai l'habitude de dire rien ne se fait en un jour, mais un jour cela se fait. En fait, on participe au changement du monde. Après, il faut avoir l'humilité de se dire oui, c'est pas moi, Ouais. mais il faut quand même avoir l'espérance de pouvoir y contribuer. Ok. C'est ce que tu fais avec tes podcasts. Voilà, hein, tu sais que ça va pas changer le monde, mais tu espères Mhm. pouvoir y contribuer, Mhm. je pense. Exactement. On reviendra sur cet aspect-là, je trouve ça intéressant. Tu commences par étudier quoi il y a donc une vingtaine d'années? C'est Ouais. quoi tes sujets? Euh, Parce que tu n'es pas encore sur le numérique responsable. Non, pour pas le coup, du tout. ça servait il y a une Non, dizaine ouais. d'années. Une quinzaine, ouais. En fait, au début, quand tu arrives, tu prends un peu les cours qu'on te donne, Mhm. voilà, déjà. Et au niveau recherche, quand tu es recruté, en fait, tu es recruté sur un profil Ouais. qui a une certaine... voilà, ce profil enseignement et profil recherche. Donc, normalement, quand tu es recruté pour renforcer une équipe de Mhm. recherche. Et donc, tu rentres dans l'équipe de recherche. Et moi, je me suis intéressé à l'extraction d'informations dans les images et les séquences d'images. Donc, c'était à une époque où on allait chercher comment interpréter, je sais pas, tel panneau dans un flux vidéo ou comment est-ce qu'on va comprendre tel mot dans un texte ou alors au niveau médical, comment est-ce qu'on va détecter plutôt telle pathologie ou plutôt telle. Ouais. Donc, j'étais plutôt l'analyse et le traitement d'images dans les vidéos Ok. et les images. Et alors pour en faire quoi? Enfin, c'était. Alors, pour en faire une recherche structurée, Ouais. c'est-à-dire il faut, dans la mesure du possible, essayer de ne pas faire feu de tout bois, mais petit à petit, on considère... Enfin, moi, j'ai toujours considéré ma recherche un peu comme une espèce d'arbre qui pousse un peu partout, et on est obligé d'aller le faire pousser partout pour essayer d'avoir la vision la plus globale possible. Mhm. Et puis, au bout d'un certain temps, on se dit, cette branche-là, je la coupe. Cette branche-là, je la relie à telle autre, ça je le tuteur, ça je le laisse à quelqu'un d'autre, ça je le fais faire par un étudiant, pour après se dessiner son arbre à soi et d'avoir au bout de 5 à 10 ans une vision à peu près cohérente de la recherche, une vision qui est cohérente, qui est structurée et qui est valorisable comme un peu ta marque de fabrique. Mhm. Et là encore, pour reprendre ton podcast, il y a un ADN de ton podcast et on Ouais. sait que dans le cadre des podcasts qu'on recherche de type écolo, engagé, local, etc., on va plutôt aller chercher du côté peut-être du pompon. Alors que si tu veux un autre type de podcast sur l'histoire de France, tu vas plutôt aller en chercher un autre. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'un chercheur, à un moment donné, il se doit aussi de faire des choix. Ouais. Pour structurer sa recherche et structurer un peu sa signature. Mhm. Parce que c'est quand même la recherche, c'est un travail de longue haleine et tu peux pas tous les 6 mois décider de changer de peau. Ouais. Donc il faut du temps. C'est un temps long la recherche. Mhm. Donc il faut s'ancrer et ça structure et ça se construit. Ouais. Et alors toi, à quel moment t'as trouvé alors ton arbre, c'est peut-être pas ça, mais parce que tu l'as construit au fur et à mesure, mais j'allais dire ton sujet, est-ce que c'est ça le terme? Le sujet, les 10 premières années, je l'ai un peu subi. Mhm. Parce que voilà, on s'intègre dans une équipe, voilà. Et j'étais ravi, hein. Je me suis éclaté, j'ai fait plein de trucs sympas. Et au bout d'une petite dizaine d'années, en fait, on fait au niveau dans le métier de l'enseignement et de la recherche, il y a un diplôme qui est encore au-dessus de celui de la thèse et qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches. Voilà. Et souvent, ce diplôme-là est l'occasion pour des chercheurs de se dire un peu ok, je me pose, je rédige un document qui va être lu 4 fois, mais qui va me permettre de faire le point de ma recherche, de montrer à la terre entière la cohérence de ma recherche. Et il y a toujours, à la fin de ce document, des perspectives. Mhm. Et voilà. Donc ça, c'est intéressant et ça permet un peu de se poser et de se dire ok, je finis un premier... Finalement, je continue un chapitre de ma recherche qui a été initié au travers de ma thèse, 3 à 4 ans, et puis après on est recruté, si on a cette chance, on est recruté, et donc on structure pendant entre 5 et 10 ans, des fois plus, ça dépend, c'est très variable comme timing, mais voilà, entre 5 et 10 ans, on structure un premier chapitre ou un deuxième chapitre de l'enseignement et de la recherche en tant que début de carrière. Et puis, ce travail-là est sanctionné par un diplôme qui s'appelle une habilitation à diriger des recherches au travers d'un document de quelques centaines de pages pour dire « Oh, regardez à quel point ce que j'ai fait, c'est cohérent, c'est bien, c'est génial ». Et on finit toujours par une ouverture de « Ouais, so what, demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Ok.
Et donc toi, c'était so what par rapport à quoi Alors, exactement quand tu as fait ça? moi, c'était un constat de... alors, je sais qu'il n'y aura pas de cut, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'était un constat de... je commence un peu à en avoir ras-le-bol d'écrire des papiers qui sont lus par 10 personnes pour justifier le fait que je sais écrire des papiers. En fait, je commençais à me poser des questions un peu sur une espèce de cercle d'auto-entretien du modèle. En fait, un chercheur va publier, la publication va générer des confs, des déplacements qui vont générer des appels à projets. C'est un truc qui s'auto-entretient un peu et je voulais essayer d'être utile. Tu trouves pas ça utile plus utile, pardon, t'as raison. Ouais, t'as raison. Je voulais essayer d'être un tout petit peu plus utile, en tout cas pour moi. Ouais. On pourra revenir sur le concept d'ikigai que je plaisir. connaissais pas à l'époque, mais que j'ai découvert après. Et je me suis dit, en fait, c'était ça qui m'a incité à vouloir être un peu plus utile. C'était peut-être à répondre à des problématiques sociétales qui étaient un petit peu plus fortes. Et aussi le fait que je voyais que le numérique était en train de changer à vitesse accélérée, voilà. Ouais. Et que la recherche nécessitait de plus en plus de moyens, d'équipes, de données, d'infrastructures de calcul, etc. Et donc je commençais un petit peu à être instable. Et donc, par l'enseignement, j'ai mis le pied dans le numérique responsable et je me suis dit, tiens, tant pis, je mets ma carrière de recherche de côté, tant pis, parce qu'il y a toujours quand même une volonté d'exister, la notion d'ego dans les enseignants-chercheurs est quand même assez développée. Et je me suis dit, tant pis, je laisse tomber, je vais creuser un truc qui n'intéresse personne, mais qui, moi, m'intéresse, c'est les impacts environnementaux. Alors, dans un premier temps, c'était la compréhension et la diffusion des impacts environnementaux du numérique. Et à l'époque, ça s'appelait le Green IT. Voilà, j'avais commencé quelques années auparavant et pendant mon HDR, je me suis dit, finalement, c'est peut-être ça qui va me porter. C'est l'analyse et la transmission des impacts environnementaux du numérique. Et ça, c'était il y a une petite quinzaine d'années ou une grosse dizaine d'années. Et je suis parti, on était vraiment pas nombreux à l'époque à être intéressés par ce sujet. Et surtout, le corps des enseignants-chercheurs, la recherche n'était vraiment pas n'était pas du tout structurée pour valoriser ce genre de recherche. Il y avait quelques chercheurs de par le monde qui faisaient ça de façon un petit peu un freelance, un pionnier. De leur côté. Voilà, de leur côté. Et puis on a commencé à bosser avec ces petits groupes et puis on a été rejoints. Et puis parce qu'on n'a pas voulu changer le monde, on s'est retrouvé à le changer. On a accepté le fait de ne pas être reconnu dans la communauté pour au final être très sollicité par celle-ci. Donc voilà, il y a 10 ans, il s'est passé effectivement beaucoup de choses. Ouais. Donc il y a 10 ans, quand tu vas dans le numérique responsable, déjà j'ai envie de parler de cette notion de numérique responsable, parce que s'il y en a un responsable, c'est-à-dire qu'il y en a un d'irresponsable. Ouais. Alors plusieurs choses. Déjà à l'époque ça s'appelait pas comme ça. Ouais. Ça s'appelait le Green IT. Green IT comme tu dis. Voilà. Et là on était plutôt sur réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Parce que aussi on s'est dit mais le numérique c'est quand même génial et il faut pas vraiment simplifier le problème parce que le problème est hyper complexe. Il y a eu des tentatives un peu pour essayer de trouver une terminologie. Donc effectivement il y a eu cette terminologie du numérique responsable qui s'est imposé avec toutes les lacunes, avec tout aujourd'hui le fameux, si on avait su, on n'aurait pas utilisé ce mot-là. Mais c'est celui qu'on a choisi, donc voilà, on le garde et on le porte. Peut-être que dans quelques années, on le changera. Le numérique responsable, en fait, c'est plus une trajectoire qu'un état de fait. Donc effectivement, oui, aujourd'hui, le numérique est irresponsable. Mais ce serait trop facile de dire le numérique est irresponsable. Déjà, il n'y a pas un numérique, il y a des numériques. Il y a une foultitude de facettes du numérique. Parmi celles-là, certaines sont irresponsables, d'autres sont hyper utiles. Sachant que l'utilité, c'est quelque chose qui est un concept assez foireux. Hein. C'est utile pour qui ? C'est utile quand ? Pourquoi ? Voilà, donc, la notion d'utilité est toujours une notion que je pratique avec beaucoup d'humilité parce que voilà, j'ai une anecdote là, j'étais au Luxembourg ce week-end là, j'y suis allé en train et il y avait une personne qui on parlait, donc c'était les rencontres européennes du Luxembourg, c'était super intéressant, il y avait plein de gens hyper intéressants.
Bon, il y en avait aussi d'autres, hein, j'étais là. Mais voilà. Et à un moment donné, il y a eu une question dans la salle parce qu'on venait d'évoquer le fait qu'une dame se sentait vulnérable parce qu'elle n'arrivait pas à chauffer sa piscine. Elle n'arrivait plus à payer les... Voilà. Et il y a une personne dans la salle qui s'est levée et qui a dit mais comment est-ce que vous pouvez mettre sur le même plan de vulnérabilité une personne qui n'arrive pas à chauffer sa piscine avec une personne qui n'arrive pas à chauffer tout court son chez-soi. Et là, juste histoire de calmer un peu tout le monde, je lui dis mais oui, mais vous savez madame, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas de chez eux. Donc la question de chauffer leur chez eux alors qu'ils en ont un peut être aussi problématique que de ne pas pouvoir chauffer sa piscine. Voilà. Donc c'est juste cette notion-là, pour reboucler sur l'utilité. Hein, l'utilité, en fait, c'est très égoïste comme concept. Et il faut toujours se demander finalement s'il y a effectivement l'autre avec un grand A, l'altérité. Mais voilà, c'est... Et tout ça pour dire quoi ? Je sais plus quelle était ma question, donc c'est pas bien grave. Au départ, c'était le numérique irresponsable. Oui, c'est ça. Dont je voulais parler. Donc voilà, il y a aussi cette notion de le numérique peut être utile. Voilà, Ouais. c'est ça. Le numérique peut être utile, mais la question c'est utile pour qui, pourquoi. Ouais. Donc on a créé cette notion de numérique responsable qui couvre en fait les deux facettes. Enfin l'écho. Ça fait un écho entre réduire les impacts environnementaux, socio-économiques du numérique. Et utiliser le numérique pour réduire les impacts économiques, sociaux et environnementaux d'autres procédés. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le IT for Green. Donc il y a vraiment ces deux côtés qui se répondent, cette ambivalence du sujet qui est à la fois effectivement pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, utile. On va essayer de réduire tous ces impacts, mais on va essayer de l'utiliser pour réduire les impacts d'autres procédés. Et puis aussi, l'idée c'est aussi de réaliser qu'il n'y a pas simplement le côté environnemental, mais il y a aussi le côté social. Mais il y a le côté aussi économique. Et puis il y a un quatrième côté que j'intègre de plus en plus, c'est le côté protection, cybersécurité ou protection de façon plus large. Donc pour moi, et voilà, on est plusieurs aujourd'hui à dire que le développement durable s'appuie sur les 3 P, People, Planet, Prosperity, en anglais. Bah voilà, le numérique responsable, on a 4 P, on a People, Planet, Prosperity, Protection. Donc voilà, c'est économie sociale, environnementale et celui de la protection le numérique est autant intrusif que protecteur. Ouais. Justement, sur ce numérique, on pourrait se dire au contraire, le numérique c'est génial, on est hyper connecté aux gens, on peut avoir plein d'informations et tout. En quoi ça peut être un problème pour les personnes qui se disent juste que c'est quelque chose de génial ? Les personnes qui se disent juste que c'est génial, déjà il y en a de moins en moins, je pense. Et en plus, il faut juste se demander qu'est-ce qui fait le numérique et qui fait le numérique. Qu'est-ce qui fait le numérique ? Eh bien, c'est des milliards d'équipements, téléphones, ordinateurs, box, gadgets, montres connectées. Et ces milliards d'équipements, eh ben, c'est des milliards de fabrications, c'est des milliards d'extraction de matières premières, c'est des milliards de consommation électrique et c'est des milliards de déchets. Donc à partir de là, l'impact environnemental, il est assez simple à comprendre. Ensuite, c'est qui le fait ? Qui le fait ? Où ça se fait ? Ça se fait souvent dans des pays éloignés, dans des conditions dramatiques. Qui le fait ? C'est quelles sont les organisations qui le font ? Mais on les connaît toutes, hein. Google, Apple, Facebook, Instagram, c'est Meta. Enfin voilà, on est les GAFAM, les GAFAM, ouais. Les mamas, on devrait dire d'ailleurs. Les mamas ? Ouais. Pourquoi ? Parce que Google, c'est le moteur de recherche, mais la maison mère de Google qui a YouTube, etc., c'est Alphabet. Ouais. Donc Google peut être remplacé par le A de Alphabet. Ouais. Et Facebook, qui intègre aujourd'hui Facebook, Insta, WhatsApp et plein d'autres, est devenu Meta. Donc en fait, si on reprend l'acronyme exact, on a MAMA, donc c'est-à-dire Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple. Okay. Voilà, donc on se retrouve avec les MAMA. Ouais. Et puis à l'autre bout de la planète, on a les BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, voilà, au niveau chinois. Donc voilà, qui les fait, c'est quels sont les gens exploités qui les font et quelles sont les organisations ultralibérales qui les promeuvent. Et une fois qu'on a simplement fait ça, on se dit, ouais, ok, ça doit pas être si brillant que ça. Et alors justement, c'est pas brillant ?
Alors, c'est pas du tout brillant. J'allais- L'idée, parce qu'encore une fois, apporter de l'information sur le sujet, mais on pourrait se dire que, bon, non, mais Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un de très bien, et il a envie de faire les choses proprement, et c'est pas parce que lui ne met pas ses enfants sur Facebook que c'est mal d'aller sur Facebook. Alors, c'est pas mal d'aller sur Facebook. Voilà, il y a pas de, enfin, Il n'y a pas de mal ou bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est déjà hyper intéressant. C'est déjà, il n'y a pas de mal ou bien. Ça, c'est clair. Et je ne serais pas capable d'évoquer une valeur morale à aller sur les réseaux sociaux, pardon. Et voilà, j'aimais pas de valeur morale. Par contre, c'est un peu comme une bagnole. La voiture, ça peut être très bien. Mais si tu conduis sans permis, bourré, sans assurance, à contresens, eh ben, il y a de fortes chances qu'il y ait des sorties de route ou des accidents. Ouais. Si tu utilises ta voiture de façon raisonnable, rationnelle, et que les ambulances sont là pour aller chercher quelqu'un qui vient de faire un infarctus, c'est utile. Bah, le numérique, c'est ça un peu. On est sur quelque chose qui doit être maîtrisé, appris, contrôlé. Un truc très simple. Quand tu prends ta voiture, si tu la prends, tu mets ta ceinture de sécurité. C'est une responsabilité collective qui a dit non, on ne prend pas le risque de coûter à la société un accident, alors qu'en mettant ta ceinture, tu te protèges toi, mais tu protèges aussi la société en n'investissant pas des millions, voire des milliards sur des accidents qui pourraient être évités parce que tu mets ta ceinture. Donc là, on est là-dessus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu l'affaire de tous, et c'est surtout pas l'affaire que des gens. Et j'aime pas utiliser cette terminologie, mais ce serait trop facile de dire les gens, c'est votre faute. Vous allez trop sur Facebook, vous allez trop sur YouTube, vous devriez pas regarder des chatons sur Internet, etc., etc. Ça, c'est beaucoup trop facile. Mais à un moment donné, voilà, il y a une responsabilité individuelle, organisationnelle, étatique, voire supra-étatique au niveau de l'Europe. Moi, si Mark Zuckerberg est un vrai enfoiré, je le connais pas, hein, voilà, mais si c'est un vrai enfoiré dont l'objectif est de faire uniquement du pognon, j'aurais envie de dire, bah oui, comme énormément aujourd'hui de gros enfoirés dont l'objectif est de faire uniquement du pognon en vendant des armes, en investissant dans des paradis fiscaux. Voilà. Bon, ben voilà. Moi, Facebook, je le connais pas. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est une responsabilité collective que de légiférer, que de contrôler, que d'apprendre, que d'enseigner, que d'informer autour des impacts de Meta et d'autres. Et alors pour le coup, comment ça a évolué sur les dernières années et tu as fait partie aussi de l'Institut numérique, du numérique responsable. Pourquoi vous l'avez créé? Et voilà, si tu peux nous dire un peu depuis que tu as mis un pied là-dedans, comment ça a évolué? Mal. Okay. Non, aujourd'hui, ça évolue. En fait, ça évolue de façon assez normale et naturelle. Ça évolue. Il y a toujours de plus en plus de gens connectés. Il y a toujours de plus en plus d'utilisateurs, de données. Il y a toujours de plus en plus de services. Il y a toujours de plus en plus d'équipements. Mais dans le même temps, je ne veux pas faire du en même temps, mais un peu quand même. En même temps, l'Europe a légiféré sur des textes de loi qui sont vraiment importants. Le DSA, le DMA, l'IA Act. La France a légiféré avec des textes vraiment importants comme la loi AGEC ou la loi REEN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et tout ça, tu vas me dire, ouais, c'est des lois. Non, c'est hyper concret. Par exemple, c'est grâce à la loi AGEC qu'on a pu mettre en place un indice de réparabilité aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très concrètes. C'est grâce à la loi REEN aujourd'hui que l'ensemble des écoles d'ingénieurs doivent former à l'éco-conception. Et dans le même temps, il y a de plus en plus de sensibilisation autour de ces réseaux sociaux sur les dangers. Il y a de plus en plus de programmes qui sortent. L'ADEME a pris le sujet à bras le corps. Donc à la fois, il y a cette course en avant dans lequel on a remis une pièce, plus qu'une pièce, on a remis le billet, le carnet de chèques et le compte en banque avec l'intelligence artificielle générative. Ouais. Mais dans le même temps, on essaye d'encadrer, de structurer. Là, c'est la première année où l'utilisation des réseaux sociaux chez les 11-12 ans est en diminution. C'est la première année depuis que les réseaux sociaux existent. Donc, est-ce que c'est parce que les parents... Peut-être que c'est une génération qui a vu effectivement son grand frère ou sa grande sœur subir le harcèlement ou être sensibilisé par les profs. Mais voilà, on a eu une espèce d'ébriété numérique en se disant mais c'est génial comme outil, voilà. Bon, mais peut-être que on est collectivement, petit à petit, en train de se réveiller avec une espèce de gueule de bois et une petite bouche pâteuse en disant
c'est peut-être pas aussi bien que ça les réseaux sociaux, ou de façon plus large. Hein. Oui, Voilà, des réseaux sociaux. Et je pointe pas les réseaux sociaux qui ont leur intérêt. Clairement, je vais essayer de pas simplifier le propos en disant c'est bien, c'est mal. Ouais. Et alors pourquoi avoir créé un institut? Que tu as cofondé ça? Ouais, c'est ça. On a créé une asso qu'on a appelée de façon pompeuse l'Institut du numérique responsable. Parce qu'on n'avait pas moyen, individuellement, les quelques personnes qu'on était, de faire ça dans nos propres organisations. Et qu'on s'est dit, si on veut changer le monde, il faut qu'on se regroupe. C'est le collectif qui fait la force. Et moi, j'aurais pas pu créer seul un MOOC, j'aurais pas pu créer seul. Voilà. Et c'est en étant ensemble, petit, gros, public, privé, sans enjeu financier fort, parce que ça n'intéressait personne à l'époque, qu'on a réussi à véritablement à participer à changer le monde. Voilà. En s'inspirant de la recherche, en s'inspirant de ce qui se passait dans les boîtes, en faisant parler les gens entre eux, et puis surtout en disant mais de quoi on a besoin pour participer à ce changement de monde. Et puis de façon très bête, on s'est dit tiens, si ça n'existe pas, autant essayer de le faire. C'est après qu'on a vu le bordel que c'était. Mais voilà, mais on y est arrivé quand même pour la majorité des choses à très court terme qu'on voulait faire. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait alors avec cet institut? Alors, on a aidé à comprendre les 4... Enfin, pardon. Ouais, si, c'est ça. On a aidé à comprendre les 4 étapes qui, pour moi, sont nécessaires pour changer le monde. Comprendre, mesurer, décider, agir. Donc, pour moi, l'action nécessite la décision d'action. La décision nécessite des mesures. Et la mesure nécessite la compréhension du problème. Donc, on a mis ça sur la table et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui manque dans chacun de ces leviers, dans chacun de ces chapitres? Pour la compréhension, on a mis en place des MOOC, des cours en ligne accessibles et gratuits. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site academy-nr.org, vous avez à disposition 2 et bientôt 3 cours en ligne gratuits d'une demi-heure, de 4h30 autour du numérique responsable. C'est purement gratuit. Ouais. On a mis en place des certificats de connaissances, donc c'est-à-dire à un moment donné des bons points pour dire ok, vous l'avez suivi et en plus vous l'avez validé. Donc aujourd'hui, on en est à plus de 4000 personnes certifiées. Voilà, donc on a eu un gros volet pédagogie. Gratuit, ouvert, accessible. Et on s'est posé la question de savoir si on devait faire ou pas un certificat gratuit. Alors déjà, il est vraiment pas cher par rapport à tous les autres certificats, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit si c'est gratuit, ça n'intéressera personne. Ouais. Parce que ce sera pas considéré comme crédit. Ensuite, au niveau du chapitre mesure, on a fait des thèses et on a mis en place des outils. On a une grosse campagne de mesures basée sur une thèse que j'encadre avec Benjamin Dutil sur, donc le thésard c'est Guillaume Bourgeois, autour de la mesure des systèmes d'information. Donc aujourd'hui on va attaquer notre 3e campagne, on a déjà couvert presque 200 organisations, plus d'1 million de salariés, donc voilà, on donne de façon gratuite, ça c'est gratuit, on donne de façon gratuite un compte rendu de où sont vos impacts. Donc ça c'est des outils de mesure qui aujourd'hui sont installés, à tel point d'ailleurs qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut augmenter encore cet outil en le rendant encore plus public à base de partenaires et d'essayer de l'industrialiser un petit peu. La décision, on a écrit une charte, on a écrit un label, donc ça c'est des outils qui politiquement peuvent être appropriés pour dire ok, on y va. Et puis après, au niveau de l'action, on a plein d'outils, on a participé à plein de guides, on a donné des guides à l'État pour qu'il se les approprie de façon, qu'il les mette à disposition de façon publique. Le guide des achats, le guide des bonnes pratiques, le règlement général d'éco-conception. Enfin, on a fait plein de trucs qui couvrent ces 4 volets: comprendre, mesurer, décider, agir. Je pense qu'on arrive à la fin d'une époque qui est celle des débutants, ce qui n'empêche pas que n'importe qui peut réutiliser ça, voilà. Et je pense que là on va attaquer un nouveau chapitre qui est ok, ça c'est fait, mais pour aller plus loin maintenant. On peut pas s'arrêter
on peut pas s'arrêter au milieu du gué, quoi. On a mis le pied à l'étrier de beaucoup d'organisations et de personnes, publiques, privées, françaises, étrangères. Là, on est en train de réfléchir à un deuxième chapitre, Ok. un INR 2.0. Ok. Parce que moi, l'impression que je peux avoir, c'est on a compris. On sait que c'est pas responsable, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Bon, tu disais tout à l'heure, il y a au niveau français, au niveau européen, il y a des lois qui ont été passées. Est-ce que vraiment c'est concret? Est-ce que vraiment il se passe quelque chose? Est-ce que c'est pas beaucoup trop lent? Évidemment que c'est trop lent. Ouais. Il est urgent de ralentir et urgent d'accélérer. Il est urgent de ralentir la consommation, tout ça, mais il est urgent d'accélérer la prise de conscience. La question, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il n'est pas trop tard par rapport à quoi? Il est trop tard par rapport au 1,5 degré. Je crois que ça, c'est un consensus à peu près partagé. Est-ce qu'il est trop tard pour les 2 degrés? Je pense pas. Donc, au final, de toute façon, on n'ira jamais assez loin. On a déjà 50 ans de retard. Le rapport Meadows est sorti à 50 ans. Bon. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est parce qu'il est presque trop tard pour respecter les accords de Paris qu'on doit s'asseoir et attendre la catastrophe? Non. Il faut se lever et puis il faut y aller. Et puis voilà. Et puis après... il faut y aller. Parce que de toute façon, tout le matin, il faut se lever, il faut se regarder, il faut se dire qu'est-ce que j'ai fait, et voilà. Donc, il n'est pas trop tard pour agir. Il n'est pas trop tard pour prendre en compte ça. Moi, je continue encore à avoir des rendez-vous, des rencontres où... et alors, attention, les gens ne savent pas. Voilà. Alors, les gens se doutent qu'il y a un truc, ne serait-ce que par l'économie, la donnée, l'économie de l'attention, la pornographie. Chacun voit ça à son prisme. Voilà, mais il est jamais trop tard pour voir, mais par contre, il est jamais trop tard pour continuer à pas décevoir, continuer à monter les niveaux, continuer à monter les curseurs d'exigence, parce que c'est ça qui nous fait tous avancer. Il faut être de plus en plus exigeant vis-à-vis de ce qu'on propose. Après, on peut pas décider que Samsung, Apple, Huawei ou Meta décident de devenir des anges de vertu. Oui, il y a de la marge. Oui. Tu as sorti un premier livre en 2021 ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a proposé. Ok. Voilà, et que tous les ans, j'essaye de me faire des petits challenges pour me sortir de ma zone de confort. Bon, là, c'était un gros challenge qui m'a beaucoup sorti de ma zone de confort. Mais quand Actes Sud te propose d'écrire un livre, tu réfléchis pas, tu dis oui. Et puis il y a eu le Covid, hein, donc du coup ça te laisse un peu de temps pour apprendre à écrire. Et puis ça allait bien avec ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que j'en avais marre d'être lu par 10 personnes et que je voulais essayer de alors est-ce que c'est pour l'ego ou je sais pas quoi, mais voilà, à un moment donné tu te dis je vais essayer d'être plus ouvert sur la société, voilà. Et ben voilà, et puis voilà, j'ai fait ce livre qui a pas dû trop déplaire puisqu'ils m'ont proposé un deuxième. Donc, plutôt bon signe. Et non, c'est un exercice. Moi je compare ça à un accouchement. Alors oui, non, j'ai pas accouché, on se détend. Mais voilà, j'ai mis 9 mois pour l'écrire. Au début, c'est génial. Tu rêves toute ta vie d'accoucher d'un livre. Quand on te fait la proposition, tu es juste dans un état d'euphorie avancé, et puis plus le temps passe, plus c'est lourd à porter, plus les dernières semaines approchent, plus tu te dis mais je vais jamais y arriver. Et puis une fois que l'accouchement a lieu et que tu rends ton manuscrit, tu te dis plus jamais ça. Et puis quelques semaines plus tard, que tu vois ton bébé arriver entre tes mains, tu te dis c'était vraiment génial. Et donc quelques semaines après, quand on te dit ça vous dirait d'en faire un autre, tu dis ouais, tout de suite. Et ça repart pour un même cycle. Plus jamais ça. Et donc ton premier s'appelle Vers un numérique responsable. Ouais. Et ça parle de quoi ? Ça parle de tout ce que je viens de te parler, c'est-à-dire de façon très vulgarisée. Non, pardon, pas vulgarisée. C'est pas un mauvais terme. C'est pour le grand public couvrir et parcourir un peu une dizaine ou une douzaine de typologies d'impact depuis la fabrication, la fin de vie, la vie privée, l'IA, la santé, enfin voilà, le financier, couvrir un petit peu tous les constats, mais pas s'intéresser simplement aux constats. C'est à la fin de chaque chapitre éventuellement proposer quelques solutions pour essayer de limiter ces constats. Ok. Est-ce que tu en aurais quelques-uns à nous donner en tant que
particulier, mais on est tous dans des entreprises aussi, et puis on a tous la possibilité de voter. Ouais, bien sûr. Parce que moi je dis souvent, on a une carte bleue et une carte de vote, j'allais dire. Enfin, c'est quoi déjà ? Carte d'électeur. Carte d'électeur, merci. Mhm. De cartes hyper importantes Ouais. qui nous font faire des choix quand même Absolument. assez cruciaux entre acheter chez Amazon et acheter au libraire du coin. Il y a une grosse différence. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'abord individuellement pour essayer de réduire tout ça ? Puis après, je te demanderai effectivement au niveau entreprise, quoi. Alors, c'est bien parce que je vais reboucler sur ce que j'ai dit, ça va te faire gagner du temps sur le podcast. Comprendre, mesurer, décider, agir. Déjà, il faut savoir où sont les enjeux. Aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais du coup j'envoie moins de mails. Ou alors avant de prendre l'avion, tu vas être content, j'ai téléchargé le film pour pas avoir à le streamer dans l'avion. Voilà, j'ai lu ça il y a pas longtemps sur LinkedIn. C'est beau ça. Ouais, c'est une personne qui justement disait mais c'est bien beau, mais il faut effectivement essayer de comprendre où sont les problèmes. Alors les problèmes déjà, c'est et ça voilà, on commence tous à le savoir parce que c'est la même chose que le jean ou la voiture ou ce que tu veux, c'est on n'achète pas du neuf. Ou on n'achète pas du neuf, on garde, on répare. Ce matin, j'entendais encore que le chèque de réparation allait être augmenté et allait désormais, l'année prochaine, couvrir les smartphones. Donc voilà, on répare, on aime ces objets, on les garde, on les répare, on les chouchoute. C'est pas... Voilà, on n'est pas sur un smartphone, c'est pas recyclable. Un smartphone, ça pousse pas dans les arbres. Un smartphone, c'est pas fait en bois. Donc, c'est des trous dans la planète. Un smartphone de quelques centaines de grammes, c'est 70 kg de matières premières. Un ordinateur, on est sur plus de 100 kg d'émissions de gaz à effet de serre à la fabrication. Donc voilà, on se dit où sont les vrais enjeux, on comprend les problèmes. Voilà. Après, effectivement, on les mesure. Et on se détend parce qu'une visio, c'est moins d'1 gramme par minute. 1 heure de streaming sur une plateforme quelconque, on est sur du 30 à 40 grammes d'émissions de gaz à effet de serre, si je parle que le côté environnemental, alors que si je mange un steak haché, c'est 5,5 kg. Voilà, donc on essaye de voir où sont les vrais enjeux en les mesurant et en les comparant pour ne pas dire ah bah tu vas être content, j'ai pas envoyé un mail. Oui, c'est très bien effectivement de ne pas envoyer un mail, mais comparons essayons de voir un peu ce qu'on appelle la big picture. Donc c'est de comprendre, de mesurer pour essayer de comparer, puis après on décide. On dit ben voilà, moi je n'achèterai plus que du numérique reconditionné. Voilà. Moi je vais limiter ma consommation de streaming. Moi je vais avoir une attitude un peu plus sobre au niveau de mes réseaux sociaux. Voilà, c'est des décisions individuelles. Et puis après on le fait. On le fait, et puis ça peut être moi je vais essayer d'en parler, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de m'investir dans une association. Ça peut être ce que tu veux, mais à titre individuel, oui, on a évidemment cette force énorme sur le fait de décider de choisir ses réseaux sociaux, le fait d'utiliser je sais pas moi, le fait de sortir de réseaux sociaux, de choisir ces réseaux sociaux. Moi, je suis sur LinkedIn, je sais que ça appartient à Microsoft, voilà. Mais il y a quand Elon Musk a racheté Twitter, je suis sorti de Twitter. Voilà, c'était un choix. C'est des choix aussi, des choix humains, des choix. Voilà. Idéologique, idéologique, aussi, c'est un peu peut-être un peu beaucoup, mais bon. Un peu beaucoup. Voilà, on choisit ses combats. Ouais. On décide, on sait qu'on peut pas tout faire, mais on choisit ses combats. Voilà. J'irai sur la partie entreprise après, mais je reviens sur parce que dans numérique responsable, décidément, il y a cette partie effectivement réemploi, réparation, etc. Mais dans le responsable, tu le disais tout à l'heure, il y a une partie sociale. Oui. Trop de réseaux sociaux. Tu as parlé de harcèlement aussi. Comment on fait là aussi pour... tu vois, moi typiquement, je sais que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y a une partie... Oh là là. Il y a une partie de moi qui me dit « Oh, mais Instagram, en même temps, c'est pour ton boulot. » Donc, tu vois, tu y vas quand même. Et parfois, parfois, tout le temps, tu perds du temps à scroller bêtement parce que c'est fait pour scroller bêtement. Ouais. Comment on fait pour se prémunir de ça ? Tu vas me dire quitter Instagram, mais non, parce que si c'est pour ton boulot et que ça te permet de manger et que ça te permet d'agir sur la société, reste-y. C'est trop simple de dire... c'est trop simple. Qu'est-ce qu'on fait J'aurais envie... je pense que je te répondrais la même chose si tu me demandais je fume, je sais que c'est pas bien, mais je veux arrêter.
Alors je pourrais te dire, mais c'est très simple, il suffit de ralentir, de contrôler, de machin. Non, ce serait beaucoup trop simple. Aujourd'hui, les mécanismes d'Instagram sont pas très très loin des mécanismes de l'addiction. Mhm. Donc ce serait trop simple de dire, ah ben non, il suffit de contrôler ses enfants, ou il suffit de contrôler, c'est une question de volonté. Ouais. Enfin, je veux dire, ce serait beaucoup trop simple. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, on se définit une trajectoire. Mhm. On se dit, ben voilà, l'année prochaine, je posterai que X temps. Je vais déjà mesurer le temps que j'y passe. Voilà, je vais mesurer. Aujourd'hui, il y a plein d'applis. Enfin, je veux dire, même, enfin, je sais pas sur quel. Apple. Oh là Oh là là. là, c'est le mal, c'est le mal. Non, mais voilà, iPhone aujourd'hui, et tu as Mac, des outils t'as des outils de mesure pour savoir combien de temps tu passes. Ouais. Tu pourrais décider de ne plus regarder tes likes, ne Mhm. plus valoriser les publications qui font des likes, qui font du tweet. Tu pourrais mettre des contrôles. À la limite, tu es ton propre parrain. Donc Ouais. tu pourrais mettre des contrôles pour te dire, bah, je vais essayer dans un premier temps d'avoir une indication de quand est-ce que je dépasse tant d'heures. Mhm. Mais ça, tu peux le savoir que quand tu le mesures. Ouais. Donc voilà, mais c'est une trajectoire qui est plutôt intéressante. Mhm. C'est je vais pas faire du clic pour avoir du clic, je vais pas aller là où c'est le plus rentable pour moi en termes de news, hein, les fameux putaclic. Non, je vais essayer de faire les choses bien, je vais continuer à faire les choses bien, je vais Mhm. essayer. Donc ça, c'est pour plutôt ta production, Mhm. mais dans ta consommation, bah, pour moi, c'est pas compliqué. Tu passes quelques mois à te mesurer, tous les semaines, tu regardes le temps que tu passes. Tu regardes l'utilité aussi, tu peux éventuellement peser les pour et les contre, et puis après tu te dis, bah ok, là je vais essayer de me faire une journée désintox par semaine. Voilà. Mhm. Puis je vais Ouais. voir ce que ça donne. Ouais. Et puis peut-être deux, et puis ou alors je vais réduire le temps passé par jour, ou alors je vais me forcer à aller dans une activité où je peux pas avoir mon smartphone. La piscine, tu peux pas avoir ton smartphone. Mhm. Donc voilà. Donc c'est des petits tips, mais surtout, il n'y aura pas un avant et un après. Ouais. C'est une trajectoire, et le numérique est utile. Je vais pas dire peut être utile, le numérique est utile. Mhm. Il y avait une dame qui disait, la semaine dernière, j'étais dans le cadre d'une projection à La Rochelle sur un film qui s'appelle Les Nouveaux Loups de Wall Street, et une dame qui me disait à la fin, oui, mais moi je suis coiffeuse et je vais aller sur Instagram parce que tout le monde est sur Instagram, et si j'y suis pas, ben ça. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ou qu'est-ce que je dois faire? Eh ben ouais, allez-y madame. Si vous pensez que c'est nécessaire pour votre business, Ouais. allez-y, Ouais. mais postez de façon peut-être plus raisonnable, moins régulière. Enfin, postez moins pour poster mieux. Mhm. Voilà. Ouais. Je reviens sur la partie entreprise. Comment l'entreprise aussi peut changer, sachant que tu as effectivement ces enjeux économiques, hein, l'entreprise, mais l'État aussi, hein, de toute façon, en quelque sorte, parce qu'on est toujours dans ce modèle-là. Comment une entreprise peut changer pour avoir un numérique plus responsable? Ouais, presque c'est la même chose. Ouais. Déjà agir sur les achats. Ouais. Rallonger la durée de vie, réparer, prendre des extensions de garantie. Une fois que tu as fini, tu peux le reconditionner et le redonner, et pas considérer qu'une fois que tu l'as donné, c'est fini, le job est fait, mais aussi aller jusqu'à la récupération du matériel que tu as donné pour assurer vraiment une vraie gestion du déchet. Ne Faire attention aux données, moins en produire, faire en sorte que le numérique soit plus inclusif, paritaire, mixte, ne pas faire le numérique par des hommes blancs barbus entre 35 et 45 ans issus de grandes écoles, forcer à ce que le numérique soit accessible, ne pas garder les données, mettre en place une politique de gestion de la donnée, de suppression de la donnée, et puis déjà si tout le monde respectait la loi, c'est peut-être pas besoin d'aller chercher beaucoup de choses nouvelles, mais si déjà les lois étaient respectées, Ouais. les lois sur la gestion des données, le RGPD, l'intelligence artificielle, l'obligation d'achat de reconditionner pour un certain nombre d'entreprises. Enfin, voilà, voilà. Déjà il y a du légal. Donc déjà on fait ce qui est légal. On fait en sorte d'avoir des services accessibles pour le social. Ouais. On fait en sorte quand on fait tester ces services, qui répondent à un besoin et qui ne répondent pas à une mode, on fait en sorte d'aller les vérifier. Et c'est à ce moment-là où normalement je me fais systématiquement tailler un point. C'est le faire tourner dans des zones mal desservies par les réseaux. Alors maintenant je ne donne plus de département. À l'époque je me faisais. Voilà. Mais voilà, tu vas dans une zone où il y a moins de réseaux pour essayer de bien vérifier que ton service est accessible dans des zones
peut-être pas évidemment des zones blanches, mais des zones qui sont pas couvertes par la 5G dans un centre urbain, etc. etc. Donc ouais, il y a plein de trucs à faire. Ouais. T'as écrit un deuxième livre, oui. Tu disais, parce que oui. le premier, voilà, ça a apparemment fonctionné. En tout cas, il a plu Ouais. en début de cette année. Ouais. L'archipel des GAFAM, manifeste pour les numériques responsables. Là aussi, pourquoi et c'est quoi un archipel des GAFAM? Ça ressemble à quoi? Alors, pourquoi je l'ai écrit? Parce que, on me l'a proposé, et que deux, je voulais faire un truc, peut-être un livre, pardon, pas un truc, un livre un peu plus politique. Ok. Parce que le premier avait été un livre sur les constats et les solutions. Le deuxième est un peu plus tourné sur des enjeux politiques et sociaux. Donc il y a 3 parties au livre. Il y a une première partie, là aussi, de constats, de pourquoi on en est venu là finalement. Pourquoi est-ce que aujourd'hui le numérique est ultra capitaliste. Voilà. Donc ça, c'était un constat dans lequel je me suis amusé à revenir un peu à un certain nombre de façon assez rapide, parce qu'il y a d'excellents bouquins qui font ça sur plusieurs centaines de pages. Voilà, j'ai voulu savoir un peu finalement, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin en disant tiens, le numérique va être ultra libéral. C'est un process long. Et puis il y a 2 parties. Il y a une partie où là c'était très amusant, c'est une partie dystopique, un petit scénario de ce qui pourrait arriver si ça se passait vraiment mal. Et cette partie-là, je l'ai écrite avant l'avènement de ChatGPT. Et je pensais honnêtement qu'il nous fallait une dizaine ou une quinzaine d'années potentiellement avant d'arriver à ce que j'avais écrit. Et puis quelques mois plus tard, ChatGPT est arrivé. Et là, je me suis dit waouh. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce que j'ai écrit est aujourd'hui réalité. C'est-à-dire l'IA psychologue, la manipulation, etc. Donc là, je me suis dit, putain, Vincent, t'es quand même... Tu as bien vu les choses arriver. Et puis, il y a quand même une partie qui est plus optimiste, puisque si celle-là était plutôt dystopique, il y a une partie plutôt utopique, qui est, voilà, s'il y avait 25 actions à mener à une échelle individuelle, organisationnelle et européenne, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc voilà un peu le pourquoi. On a un petit livre qui permet de prendre un tout petit peu plus de recul. Et un archipel? Alors oui, pourquoi un archipel? Un archipel, en fait, c'est des îles qui ont l'air différentes, mais qui finalement sont toutes reliées par une même base qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas. L'archipel des GAFAM, c'est ça, c'est un peu on a l'impression d'avoir une île du e-commerce avec Amazon, une île de la recherche d'informations avec Google, une île du réseau social avec Meta. Mais en fait, toutes ces boîtes-là se sont réparties, on fait une espèce de Yalta du numérique dans lequel elles se sont dit ça c'est moi, ça c'est toi, ça c'est voilà. Alors de temps en temps elles font semblant de se marcher un peu sur les pieds. Voilà, chacun va créer son petit réseau social ou son IA, etc. Mais clairement, le partage est fait et c'est les premières à se taper dans la main quand il faut construire une infrastructure type un câble de fibre optique pour se partager les frais et partager. Voilà. Donc l'archipel, c'est voilà, on va d'une île à l'autre et chacune a sa spécificité, son périmètre. Mais derrière tout ça, il y a quand même l'ultralibéralisme numérique qui sous-tend ces archipels. Ouais. Tu fais beaucoup de conférences. Est-ce que tu continues de dire toujours la même chose et qu'est-ce que les gens te posent comme question aussi? Est-ce que ça évolue à ce niveau-là aussi? Parce que j'imagine que tu vas parler de numérique responsable, je suppose. Alors, oui. Je te dis, ça fait plus de 15 ans ça fait une grosse quinzaine d'années que je bosse sur ce sujet. Les conférences, quand j'en faisais une par an à une époque, c'était déjà bien parce que le sujet n'était pas du tout d'intérêt. Effectivement, aujourd'hui, c'est le sujet. Là, en l'espace de, 2 semaines, j'ai dû en enchaîner 4 ou 5. Okay. Et ça va de l'Association des départements de France à un ciné-débat en passant par les rencontres européennes au Luxembourg. Enfin, voilà. Et là, je vais faire des ministères. Je suis invité à Oslo. Je ne sais pas comment je vais y aller, mais c'est catastrophique. Oslo, tu peux y aller en train, je crois. Ouais, j'ai vu ça, mais j'ai un Timothy Parrick là, qui vient de Lund, il a mis 18 heures et j'ai regardé Oslo. Moi, je suis allé en Suède cet été en train, donc je sais qu'on met un peu de temps pour y aller. Ouais, donc voilà. Donc tout ça, c'est des... Bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de sollicitations, vraiment. Qu'elles soient scientifiques ou grand public ou même politiques ou organisationnelles. Oui, j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses.
oui, les questions sont toujours les mêmes. Enfin, majoritairement toujours les mêmes. Et le sujet aujourd'hui est vraiment bien appréhendé par beaucoup de personnes de la société civile. Je connais plein de personnes qui aujourd'hui parlent beaucoup mieux de numérique responsable que moi, qui se sont appropriés le sujet, qui ont monté en compétences et qui aujourd'hui sont vraiment des vrais héros du numérique responsable et sont capables de porter ces valeurs-là. D'ailleurs, moi je pense que l'année prochaine, je vais lever le pied au niveau de toute cette participation, justement parce que je veux reprendre une casquette d'enseignant-chercheur pour essayer de réfléchir à où on va dans les 10 prochaines années. Parce qu'à force de répéter la même chose et de prendre du temps pour répéter la même chose, ce qui est fondamental. Moi, je ne me suis pas battu pendant 12 ans pour que le sujet soit à l'agenda, pour aujourd'hui ne pas faire le service après-vente. Mais à force de répéter toujours les mêmes choses, le sujet avance, lui, continue à avancer. Ouais. Et moi, mon job, c'est d'être aussi un peu en avance. Je t'expliquais tout à l'heure le métier de chercheur. C'est aussi de savoir d'où tu viens et où tu es, mais aussi d'où tu vas. Et alors, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a un truc, je ne sais pas si c'est réservé aux spécialistes, mais bon, un truc qui s'appelle ChatGPT peut-être. Voilà, et ben ça c'est, voilà. Donc là, du coup, on est clairement, on a remis une pièce dans la machine. Ouais. Et ça, il faut être prêt, il faut y réfléchir, il faut avoir des nouveaux sujets. Et là, il y a quoi ? Il y a un mois, j'ai refait une conférence, enfin j'ai monté de toutes pièces une conférence qui s'appelle L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, donc AI, dans lequel justement j'essaye de mettre en place un peu d'essayer de faire prendre conscience des dangers de l'IA. Mais j'utilise cette ambivalence là aussi du Dr Jekyll et Mr Hyde parce que l'IA c'est absolument génialissime, mais c'est absolument catastrophique. Donc il faut être capable là aussi de gérer cette ambivalence là. On aura tous demain sur nos ordinateurs ou même dans nos poches des nouveaux assistants, voilà, qui vont gérer nos vies, qui vont être des amis rapidement, voire des amours pour certains. Et ça, il faut s'y préparer, et il faut justement préparer le combat. Excusez-moi de cette analogie militaire, mais voilà, préparer finalement, le comprendre, mesurer, décider, agir dans quelque chose qui est déjà là, à savoir l'IA, mais il faut justement préparer les organisations, préparer les individus, préparer les États, aider en tous les cas à préparer, même si, et il faut tirer un grand coup de chapeau à beaucoup d'organisations, la réflexion est déjà là, est déjà sur la table, et certaines lois sont déjà sur la table. Mais il faut, voilà, je pense que mon job, ça va plutôt maintenant être, parce qu'il faut bien que les impôts servent à quelque chose, ça va être de préparer ça, d'aider à préparer ça et continuer à préparer ça, plutôt que de continuer à dire toujours la même chose depuis 15 ans, alors que maintenant le pool de personnes qui sont capables de porter cette parole-là est plus important. Justement sur l'IA, l'AI en fonction de la langue, est-ce que les États sont capables d'aller suffisamment vite pour nous protéger ? Est-ce que c'est à eux de nous protéger ? Ah bah oui. Ouais. Aussi. C'est la même chose que les réglementations. Enfin, je reprends cet exemple de voiture. C'est la même chose que de dire de légiférer sur la pollution des voitures, de légiférer sur la sécurité des voitures. C'est leur rôle. C'est évidemment que c'est leur rôle. Et puis, c'est leur rôle de favoriser aussi ou d'aider aussi à l'émergence d'organisations et de boîtes, voilà, comme ils le font avec Airbus, Ariane ou ce que tu veux. Oui, c'est leur rôle aujourd'hui de favoriser l'émergence de champions européens de l'IA. On a passé notre temps depuis 30 ans à louper des batailles, à perdre la bataille des équipementiers, à perdre la bataille des ordinateurs, du smartphone, des OS, des applications. Enfin, on a perdu notre temps à perdre des batailles. Bon, l'IA, c'est pas gagné, mais on peut essayer au moins de s'organiser pour pas partir battu, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est à eux, mais c'est aussi aux organisations de savoir comment est-ce qu'elles s'organisent. L'IA aujourd'hui, si c'est simplement pour, j'en sais rien moi, j'aurais pas d'exemple pour pas juger, mais voilà, de développer de l'IA pour de l'IA parce qu'il faut le faire, parce que sinon, mais pourquoi ? Mais parce que sinon c'est mort. Okay, il faut aussi qu'il y ait une réflexion. Et puis si ça apporte quelque chose, il faut pas que le coût environnemental et social soit plus important que ce que ça apporte. Et puis, voilà, les individus aujourd'hui,
C'est-à-dire quand on sait qu'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les 18-24 ans, c'est Caractère AI, dont l'unique objectif est de discuter avec qui tu veux, Jésus, Bouddha, Steve Jobs, ton chat, voilà, recréé par une IA, et que un des personnages les plus populaires, c'est le psychologue, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis les métiers vont changer, il faut que l'Europe s'apprête à envisager la mutation de dizaines de métiers différents. Enseignant, comptable, graphiste, podcasteur. parce que l'IA va Aussi. tout bouleverser. Bah évidemment. Ouais, complètement. Ça le fera, j'espère, avec un peu moins d'âme quand même. Je vais te parler des JO qui arrivent l'année prochaine, n'est-ce pas? Donc depuis novembre 2021, tu es expert du numérique au comité de transformation écologique. Ouais. Qu'est-ce à quoi Et à quoi ça sert? Alors, c'est à peu près la même chose. À quoi ça sert? L'objectif, les JO de Paris 2024 ont dans leur ADN le fait de pouvoir diviser par 2 l'empreinte environnementale de ces JO et de laisser de devenir des jeux exemplaires avec les 12 milliards de guillemets que tu peux mettre autour de l'exemplarité de Jeux Olympiques, mais quand même. Tous les supporters viendront en train et à vélo du monde entier. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est 25% de l'empreinte carbone des JO, le transport. Mais par contre, aujourd'hui, les JO ont au moins cette volonté, cette transparence. Et ils ont décidé de s'appuyer sur un pool d'experts, un par domaine, pour essayer d'améliorer l'empreinte et améliorer un peu chaque sujet vraiment important pour les JO, que ce soit l'alimentation, les transports, la biodive et le numérique. Et donc aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte d'aider les JO à être le mieux disant possible, compte tenu de toutes les contraintes absolument insensées qui encadrent un tel événement. Voilà. Donc et avec tous les putaclics que tu peux t'imaginer, les fake news, les attaques gratuites, et voilà. Donc, on a essayé d'aider à ce que les JO fassent le mieux possible dans le contexte organisationnel et partenarial des JO, en partant du principe que les JO auront lieu. Voilà. Donc, il y a des postulats de base. Les JO auront lieu. Il y a des partenaires, il y a des engagements, il y a des obligations. Voilà. Et avec toutes ces contraintes-là, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les jeux les plus efficients possibles? Donc on est d'accord, hein. Si tu n'es pas d'accord avec les JO, les meilleurs JO, c'est ceux qui n'auront pas lieu. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais la Coupe du Monde au Qatar. Oui, mais si. Oui, mais est-ce que tu crois que c'est raisonnable d'avoir des Jeux Olympiques en pleine Arabie Saoudite? Non, ce ne sont pas les Jeux Olympiques, c'est les Jeux asiatiques. Oui, mais là, les reconnaissances faciales aux JO? Non, il n'y a pas de reconnaissance faciale, il y a juste de la visiosurveillance. Oui, et puis tous ces scandales-là de perquisition. Oui, il y a des perquisitions, mais pour l'instant, malgré le fait que ce soit un des événements les plus surveillés, il n'y a toujours pas d'accusation. Voilà, donc on est aussi en train de lutter H24 contre des gens qui ne sont pas d'accord avec les JO. Et voilà, si les gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'il y ait des JO, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Vraiment. Hein. De la même façon, il y a des gens qui n'achèteront jamais Apple, qui boycottent, etc. C'est très très bien parce que ça permet de décaler la norme. Mais ça n'empêche qu'il y aura des millions de personnes qui vont se réjouir à travers la planète de l'existence même des JO. Voilà, il y a un rôle à jouer aussi. Et aujourd'hui, les JO de Paris 2024 ont permis de mettre à l'agenda toute une série d'événements, ont permis de faire changer la donne. Aujourd'hui, Coca-Cola va avoir il n'y aura pas de bouteille en plastique individuelle vendue. L'empreinte carbone de chaque assiette sera divisée par 2. Le numérique aura aussi fait son job au niveau de sa mutation. Donc voilà, donc c'est des catalyseurs. En fait, les JO sont des catalyseurs. J'ai l'habitude de comparer ça avec la visite du pape. T'es chrétien ou pas chrétien, mais quand le pape vient, il y a des trucs qui sont faits, qui auraient été faits à une époque ou à une autre, mais qui sont accélérés. Les JO, c'est à peu près pareil. T'es d'accord ou t'es pas d'accord. Mais par exemple, aujourd'hui, tout le réseau d'eau fait que la Seine va être on va pouvoir nager dans la Seine en 2024. Ça aurait été le cas, mais dans 15 ou 20 ans. Voilà. Donc on va vraiment pouvoir nager dans la Seine en 2024? Bien sûr. Ok. C'est déjà le cas. Oui. Moi, ça a été repoussé, si je ne m'abuse, à quelques reprises. Mais... Alors, ça n'a pas été repoussé. Il y a eu aujourd'hui... pour le triathlon, il y a le triathlon des gens ordinaires ont eu lieu
dans la Seine. Ouais. Et puis pour le triathlon pour le triathlon handisport, effectivement ça a été annulé parce qu'il y a eu un gros orage et parce qu'aujourd'hui l'ensemble des équipements qui seront prêts en 2024 n'étaient pas prêts et donc n'ont pas pu encaisser tout ça. Et donc effectivement il y a eu une pollution, le seuil de la pollution a été un petit peu supérieur. Mais oui, ce sera prêt pour 2024 et s'il n'y avait pas eu les JO, ça aurait été prêt dans 20 ans. Ouais. On parlait d'ikigai. Tu parlais d'ikigai tout à l'heure. Oui. Et c'est quoi ton ikigai ? Eh bien en fait c'est un pote, Jérôme Vallée, si tu nous écoutes, merci, qui un jour m'a dit, toi tu as cette chance, c'est que tu as trouvé ton ikigai. Alors j'avais deux possibilités. Soit je faisais le blasé en disant ouais c'est vrai ça m'a pris du temps mais j'y suis arrivé. Soit j'étais honnête et je disais mais de quoi tu parles. Et effectivement il m'a expliqué qu'en fait l'ikigai c'est un concept japonais, ça s'appelle la vie qui vaut la peine d'être vécue globalement. Et c'est la rencontre de 4 piliers. Ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé, ce que tu aimes faire et ce dont le monde a besoin. Et effectivement, au moment où j'ai passé mon HDR, finalement, sans le savoir, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même un gros pilier. Alors avec la suffisance de se dire que j'étais pas trop mauvais dans ce que je faisais, mais ça je laisserai les autres en juger. Mais à partir du moment où j'ai considéré que j'étais pas trop mauvais dans ce que je faisais, j'aimais faire ça, j'étais payé pour. J'avais quand même un pied qui était un peu bancal, c'était ce dont le monde avait besoin. Parce que je te rappelle mon sujet, c'était extraction des images et des séquences extraction d'informations dans les images et les séquences d'images. C'est pas non plus truc. Le deep learning l'intelligence artificielle venait d'arriver, venait de clairement faire voler en éclats tous les résultats. Donc il y avait plein de trucs sur lesquels je bossais qui étaient finalement traités déjà, qui étaient considérés comme faits et validés. Mais j'avais quand même ce truc de dire mais il faut être utile, quoi. Il faut être un tout petit peu plus utile. Et en travaillant sur le numérique responsable, et donc là aussi de façon hyper pompeuse, en essayant de répondre à ce dont le monde a besoin, en fait j'ai trouvé mon ikigai. Ce qui fait que le matin je viens maintenant bosser, je suis plutôt très content, même si Madame le ministre, si vous voulez augmenter mon salaire, il n'y a aucun problème. Fameux c'est pourquoi tu es payé. J'ai vu aussi que tu as été fait chevalier de l'ordre des Palmes académiques. Ouais. Là aussi, est-ce que tu peux nous dire ce que ça, à la fois ce que c'est et puis après ce que ça représente pour toi Alors, je l'ai en 2017. Ouais, je l'ai été parce que pendant 6 ans, j'ai été... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un ordre, voilà, qui a été inventé, je ne sais plus, par Napoléon ou je sais pas, ou qui, sa famille peut-être. C'est pour reconnaître juste l'engagement de personnes autour de l'éducation. C'est pas non plus très rare, hein. Tous les ans il y a des promotions, voilà, qui de l'ordre académique, des palmes académiques, pardon. C'est de dire cette personne là on la propose, donc déjà on est proposé et on la propose parce qu'elle a fait quand même un chouette job par rapport sur ce sujet là au niveau de l'éducation. Et moi pendant plusieurs années j'ai été directeur de l'équivalent d'école d'ingénieur à l'université, ça s'appelle le cursus master d'ingénierie. Et c'était très bien passé, et surtout avec les étudiants. Et voilà, t'es proposé. Donc, il y a des milliers de personnes qui tous les jours sont enseignants. Enfin, je veux dire, tous les jours, il y a des gens qui font un job fantastique, formidable, etc., et qui sont pas reconnus. Moi, j'ai eu cette chance, parce que je travaillais à l'université, de pouvoir être proposé par, à l'époque, je sais pas qui a dit, tiens, lui, au niveau de l'université, il a plutôt bien fait le job là-dessus. Voilà. Donc, c'est à la fois très valorisant, mais j'oublie pas que ça reste une distinction honorifique qui vaut ce qu'elle vaut, et j'ai beaucoup plus de respect pour les profs de collège, de lycée ou de primaire qui font tous les jours un job absolument génialissime, qui sont payés au lance-pierre sans aucune reconnaissance. Donc voilà. J'étais content, en tout cas mes parents à l'époque étaient ravis, mais je prends ça vraiment pour ce que c'est, c'est-à-dire, je vais pas dire un petit réseau, mais il y a tellement de personnes qui mériteraient ça tous les jours, beaucoup plus que moi, voilà. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De quoi tu es le plus fier ? Mes enfants ? Ouais.
Ah, mais alors là, je suis hyper fier parce que ma fille a invité son frère à passer le week-end à Bordeaux, Ah, tous les deux. Et je me dis, putain, t'as pas fait, voilà, mais ça au moins, ils s'entendent bien et ils s'invitent mutuellement et ils s'apprécient. Voilà, ça me rend hyper fier. ok. Après, Très pour le chouette. reste, Professionnellement. professionnellement, les JO. Ok. Ouais, Pourquoi parce que à la base, j'étais fan des JO. Mhm. Et l- quand on voit les gens exceptionnels qui gravitent aux JO et d'avoir été drafté, d'avoir été choisi pour être celui qui va essayer d'améliorer leur empreinte au niveau numérique d'une organisation comme les JO. Ouais. Voilà. Après, je suis hyper fier de mes. J'aime pas la notion de fierté, en fait, c'est nul. Bah Non, alors, mais qu'est-ce voilà. que... Ouais, bah, très bien. Non, mais c'est Tu peux voilà. challenger ce... Après, ça me fait plaisir. Voilà. Mes livres me rendent. Je me dis, ouais, ça, c'est fait. Voilà. Hmm. Mais il y a plein de trucs qui me. Ouais, plein de trucs. Plein de trucs. Non, mais. Non, ce dont je suis le plus fier, c'est de mes enfants. Ouais, très bien. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Déjà Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train Oh là d'échanger. là, ça passe trop vite. Mes deux dernières questions. La plupart des personnes qui m'écoutent, bon, alors, oh non, j'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi je commençais ma phrase comme ça. Je leur redis bonjour. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour le coup? Parce que j'allais dire que la plupart des personnes entreprennent, mais pas forcément. Et encore, parce que j'appelle les personnes que je reçois sur le podcast des entreprenantes et des entreprenants. Comme je dis souvent, pour courir un marathon, c'est entreprendre. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour que, alors soit sur la partie responsabilité numérique, ils activent quelque chose, soit quand ils ont envie d'entreprendre quelque chose, quel que soit le sujet, que ce soit encore une fois aller courir, avoir un projet, le mettre en place, entreprendre tout court, quand on a une idée de boîte par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour que ce déclic potentiel se fasse? Waouh. Ou un conseil en tout cas. Alors. Pas considérer qu'il y a une vérité. Mhm. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le contraire d'une vérité est souvent une autre vérité. Donc déjà, pas considérer qu'on a la vérité. Voilà. Accepter l'altérité, accepter l'autre. Ensuite, c'est souvent le plus dur, c'est le premier pas. Sortir de sa zone de confort. On sait qu'on va passer par une zone de peur avant de rentrer dans une zone d'apprentissage pour arriver vers une zone d'évolution. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un avant et un après. Il y a une trajectoire. Que c'est pas grave si on n'y arrive pas. Voilà. Et qu'on y arrive beaucoup plus facilement à plusieurs que seul. Et puis que de toute façon, le mode de fonctionnement qui nous le met le moins en stress est celui peut-être dans lequel on avance. Voilà. Je pense pas je pense pas qu'on sache au moment où on commence que c'est la bonne voie. Par exemple, si tu fais un marathon, bah, tu vas peut-être te claquer et tu vas dire mais quel con j'ai été de vouloir faire ça. C'est exactement ce qui m'est réveillé un an. Eh ben voilà. Mais c'est pas grave. T'as avancé, t'es allé au bout d'un truc ou pas. Mais voilà, un peu de constance et de trajectoire. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas de valeur morale, mais au moins une satisfaction de s'être levé et d'avoir fait un pas. Et puis si tu te dis ça tous les jours, tu finis par arriver quand même assez loin. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Le plaisir. Ouais. Le plaisir. Le plaisir et le fait de savoir que c'est pas moi qui vais changer le monde, mais le fait de se dire qu'on peut quand même essayer. Ouais. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire ça, à 3 ou 4 en France, etc., que j'allais participer au JO, être invité au CIO, aller au Luxembourg, écrire des bouquins chez Actes Sud et les défendre dans des salons littéraires, je t'aurais dit mais t'es gentil, mais faut arrêter ce que tu prends, hein. Faut te remettre au Kellogg's, enfin j'en sais rien, mais c'est juste voilà. Et puis finalement on y est arrivé, on a fait des lois, voilà, et c'était pas prévu, mais par contre ça demande du temps. Et effectivement, ça s'écrit pas dans un tweet, c'est pas 140 caractères, c'est un travail au long terme, et puis ça nous porte. En fait,
si tu arrives à trouver ton ikigai, tu es capable de travailler longtemps sans forcément avoir des indicateurs de réussite ou de performance. Mais si tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, bah, c'est quand même une belle réussite. Après, hein, j'entends tout à fait le fait que moi, je suis dans un environnement qui est privilégié, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire. Je suis payé à... Des fois, je me dis, tu es payé à réfléchir. C'est-à-dire, je pose mes fesses sur une chaise, pardon. Je me mets à ma table. Et je suis payé à réfléchir. Ouais. C'est juste... alors qu'il y a des gens qui doivent faire 2 métiers pour pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir une activité sportive ou même de manger ou de se chauffer. Donc, je suis tout à fait conscient de la limite que j'ai à dire ce que je dis. Et que c'est bien beau de dire oui, il faut se lever et faire un premier pas, alors qu'il y en a qui se lèvent à 4h du mat pour faire un premier pas, pour aller bosser, et qui n'ont pas cette possibilité-là de réfléchir. Mais en tous les cas, je me dis, ceux qui peuvent avoir cette possibilité-là, en fait, on a tous la possibilité de changer le monde à son niveau, et puis même si on ne le change pas, on s'en fout. Mais voilà, il y a ceux qui peuvent devraient le faire. Voilà. Si jamais il y a des gens qui achètent des tomates en plein hiver, parce qu'ils en ont envie ou parce qu'ils savent pas, voilà. Mais ceux qui par contre savent que c'est pas bien d'acheter des tomates, et parce que ça ne pousse pas en hiver, parce que ça ne pousse pas en hiver, sauf dans des serres, etc. Voilà. Mais par contre, c'est ceux qui savent qu'il y a un problème et qui peuvent essayer de le résoudre. Ceux-là, finalement, ont une obligation morale à essayer de le faire. Peut-être pas d'y arriver, mais à essayer de le faire. C'est pour ça que je m'adresse pas aux gens en général. Voilà. Je m'adresse plutôt à ceux qui savent et qui peuvent. Voilà. Ça réduit beaucoup. Ouais. Mais s'il y avait 7% de personnes sachant, pouvant, si cela pouvait se mettre en marche, je pense que la société changerait rapidement. C'est quand même ceux qui ont le plus d'impact. Non ? Ouais. Les sachants, les pouvants, souvent, c'est effectivement ceux qui ont la carte une des 2 cartes qui fonctionne assez bien, mais pas que en plus. Non, c'est peut-être un résumé que je dis. Mais ouais, voilà, que les sachants et les pouvants fassent. Et puis pour aider, voilà. Le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé ? Tu te dis ça pourrait être pas mal d'en parler. Est-ce que tu vois des éléments que j'aurais moi loupé ? Non, c'était super intéressant c'était déjà super agréable de savoir que j'étais dans tes radars. Ça fait plaisir d'intégrer le pool des interviewés. Yes. Non, le truc que j'aurais tendance à te dire, c'est ne lâche rien et continue, parce que c'est aussi des gens comme toi qui font changer le monde. Donc c'est chouette. Non. On essaye. Ne lâche rien. Merci. Si, je finirai. Je t'en prie. Je finirai par ma phrase préférée. Rien ne se fait en un jour, mais un jour cela se fait. Voilà. Merci Vincent. Avec plaisir. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Un bel épisode pour comprendre ce numérique qui rythme tant nos vies. J'ai appris il y a peu que 10 requêtes ChatGPT consommaient 1 litre d'eau. Alors oui, notre consommation numérique a un impact, et encore plus vicieux, car nous ne le voyons pas directement. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée. Cela aide grandement le pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pompon et surtout, d'ici là, mollo sur les écrans et prenez soin de vous. À très vite.